J'étais assis à la table de Thanksgiving, quand mon père s'est levé, a fait teinter son verre de vin, et a prononcé les mots qui allaient tout changer. La salle à manger de ma maison d'enfance, dans le Connecticut, est devenue silencieuse lorsqu'il a annoncé qu'il vendait Harper Industries, l'entreprise manufacturière familiale qu'il avait bâtie pendant 35 ans. Un acheteur payait 50 millions de dollars. Puis, ses yeux se sont fixés sur les miens, froids et délibérés. « Kenneth, tu ne fais pas partie de cet accord. Tu as tourné le dos à cette famille, alors tu n'auras rien. » J'ai eu l'impression que tout l'oxygène avait été aspiré de la pièce. Tout le monde me regardait. J'ai gardé ma voix stable. « Qui achète ?» Il a souri. « Summit Enterprises. » Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. « Papa, je suis propriétaire de Summit Enterprises. » La pièce est tombée dans un silence stupéfait. Ce calme a duré peut-être 3 secondes, avant que toute la table n'explose. Mon frère cadet, Trevor, s'est levé d'un bond, son visage est devenu rouge, et il a exigé de savoir de quoi je parlais. Ma mère, Diane, est restée figée, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Cousins, tantes et oncles ont tous commencé à parler en même temps, la confusion se mêlant au choc. Mais mon père est resté debout, au bout de la table, et lentement, délibérément, il a commencé à sourire. Ce sourire m'a glacé le sang. « Je sais que tu possèdes Summit, fils, » a-t-il dit calmement, dominant le bruit. « Je le sais depuis 3 mois. » Ma confiance, qui m'avait semblé si solide quelques instants auparavant, a commencé à se fissurer. Il s'est approché du buffet et a pris un dossier en carton que je n'avais pas remarqué. Lorsque Summit Enterprises m'a approché pour la première fois pour acheter Harper Industries, j'ai trouvé cela étrange, une entreprise dont je n'avais jamais entendu parler, offrant un prix bien supérieur à la valeur marchande, et insistant pour une clôture rapide. J'ai donc engagé un détective privé. Il a ouvert le dossier et en a sorti une pile de papier. Sociétés écran, Kenneth, des couches de sociétés écran. Très astucieux. Il a fallu 2 mois à mon enquêteur pour toutes les remonter jusqu'à toi. Le visage de Trevor est passé de la confusion à la colère en un instant. Tu as essayé de racheter papa dans notre dos. J'ai ouvert la bouche pour m'expliquer, mais mon père n'avait pas terminé. Je t'ai manipulé, Kenneth. Pendant 3 mois, j'ai su exactement ce que tu faisais, et je me suis préparé. Il m'a fait glisser le dossier sur la table. Je l'ai saisi, les mains légèrement tremblantes, et j'ai commencé à lire. C'était une résolution du conseil d'administration de Summit Enterprises, mon entreprise. Là, en langage juridique noir sur blanc, se trouvait une clause que j'avais oubliée depuis la mise en place de la structure corporative, 2 ans auparavant. Toute acquisition de plus de 20 millions de dollars nécessitait l'approbation unanime du conseil d'administration. Votre conseil vote demain matin, a dit mon père, sa voix presque agréable. J'ai passé les 3 derniers mois à apprendre à connaître chacun de vos membres du conseil. Ce sont des gens merveilleux. Nous avons joué au golf, dîné ensemble, parlé stratégie commerciale. J'ai été très généreux de mon temps et de mes conseils. Mon estomac s'est noué. 4 de vos 7 membres du conseil, a-t-il poursuivi, ont accepté de voter contre cette acquisition. La pièce a légèrement tourné. Sans approbation unanime du conseil d'administration, l'accord était caduc. Et selon le contrat que Summit avait signé, si nous ne parvenions pas à conclure, il y avait une clause pénale. Une clause pénale massive, 10 millions de dollars, a dit mon père, lisant dans mes pensées. C'est ce que Summit Enterprises devra à Harper Industries pour rupture de contrat. 10 millions de dollars. Je suis à peu près certain que vous ne les avez pas en actifs liquides disponibles. J'ai regardé à nouveau les documents, parcourant les détails. Il ne bluffait pas. Il avait systématiquement cultivé des relations avec les membres de mon conseil d'administration, dîner dans des restaurants coûteux, invitations à des événements exclusifs de clubs de loisirs, consultations commerciales où il avait partagé ses décennies d'expérience. Il s'était positionné comme une figure de mentor auprès de chacun d'eux. Trevor souriait maintenant, une expression désagréable dont je me souvenais de mon enfance, lorsqu'il m'avait causé des ennuis. J'ai aidé à organiser certaines de ces réunions, a-t-il dit. J'ai dit à papa quels membres du conseil seraient les plus réceptifs. J'ai fait des recherches sur leurs antécédents, leurs intérêts, ce qu'ils appréciaient. J'avais l'impression de tomber. Marcus, ai-je dit, nommant mon directeur financier est l'un de mes membres du conseil les plus fiables. Marcus ne me trahirait pas.
Le sourire de mon père s'est élargi. Pourquoi ne l'appelles-tu pas pour lui demander? Je me suis levé de table, ma chaise raclant bruyamment le parquet. Ma mère a tendu la main comme pour m'arrêter, mais je me suis éloigné. J'ai quitté la salle à manger, traversé la cuisine et suis sorti par la porte arrière dans la froide nuit de novembre. Mes mains tremblaient lorsque j'ai sorti mon téléphone et composé le numéro de Marcus. Il a répondu à la 4e sonnerie. Kenneth, joyeux Thanksgiving. Votes-tu contre moi demain, ai-je demandé directement. Il y a eu une longue pause. En arrière-plan, j'entendais sa famille rire, le bruit d'une célébration normale des fêtes. Finalement, il a parlé, et sa voix était contrite mais ferme. Ton père m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser. Il va investir 200 000 $ dans ma start-up. Celle dont je t'ai parlé l'année dernière. Tu te souviens? Tu avais dit que Summit ne pouvait pas se permettre le capital. Marcus, tu détruis mon entreprise pour un investissement de start-up. Ce n'est pas personnel, Kenneth. Ce n'est que des affaires. N'est-ce pas ce que tu dis toujours? La ligne a coupé. Je suis resté là, dans le froid, mon souffle faisant des nuages dans l'air. Mon esprit s'est emballé pour les autres membres du conseil. Patricia, qui était avec moi depuis le début, James, que j'avais personnellement recruté chez un concurrent, Sarah, qui avait cru en ma vision quand personne d'autre ne le faisait. J'ai commencé à appeler l'un après l'autre. Patricia n'a pas répondu. James n'a pas répondu. Sarah m'a envoyé directement sur la messagerie vocale. J'ai ouvert mes courriels sur mon téléphone, j'ai commencé à taper des messages. Les réponses sont revenues lentement, évasives, ou pas du tout. J'ai fait le calcul dans ma tête, 7 membres du conseil, 4 votants non. L'accord était mort. Et Summit Enterprises, mon entreprise, la chose que j'avais construite à partir de rien en 5 ans, devrait une pénalité de 10 millions de $ que j'avais personnellement garantie. Cela me ruinerait. Je suis rentré. Le dîner de Thanksgiving avait dégénéré en chaos. Certains parents se disputaient. D'autres chuchotaient dans les coins. Mon père se tenait au même endroit, m'attendant avec cette expression satisfaite. « Tu as essayé d'être intelligent », a-t-il dit lorsque je suis revenu dans la salle à manger, en nous rachetant par l'intermédiaire d'une société écran, pensant pouvoir intervenir et prendre le contrôle sans que personne ne sache que c'était toi. Mais tu n'es toujours qu'un garçon qui joue à être un homme d'affaires. Tu n'as pas la cruauté que ce monde exige. Je voulais argumenter. Je voulais me défendre. Mais en regardant dans cette pièce le visage suffisant de mon frère et l'expression volontairement neutre de ma mère, j'ai réalisé quelque chose, il ne s'agissait pas seulement d'affaires. C'était personnel. C'était une vengeance. Et j'étais tombé droit dans le piège. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté dans un hôtel près de l'aéroport plutôt que de rentrer à mon appartement à Boston. J'ai passé des heures à appeler les membres du conseil, à laisser des messages vocaux, à envoyer des courriels. La plupart sont restés sans réponse. À 6 heures du matin, James m'a finalement rappelé. « Je te rejoins pour un café », a-t-il dit. « Mais Kenneth, tu dois comprendre quelque chose. Il n'y a pas que les offres de ton père. » Nous nous sommes rencontrés dans un café d'une chaîne, presque vide ce vendredi matin après Thanksgiving. James avait l'air fatigué, mal à l'aise. Il a commandé un café noir et ne m'a pas regardé alors que nous nous asseyions à une table dans un coin. « Dis-moi ce qui se passe », ai-je dit. Il a sorti sa tablette, l'a déverrouillée et me l'a fait glisser. Marcus nous a montré des rapports financiers. Kenneth, Summit est en difficulté. De vrais problèmes. J'ai regardé l'écran. Il affichait un état financier de Summit Enterprises, mais les chiffres étaient complètement faux. Selon ce rapport, nous avions perdu 300 000 $ au 3e trimestre. Nos acquisitions récentes, qui, je le savais, fonctionnaient bien, affichaient des pertes importantes. Les dépenses d'exploitation étaient gonflées. Les projections de revenus étaient réduites de moitié. Ce n'est pas exact, ai-je dit. Ces chiffres sont complètement fabriqués. C'est ce que Marcus a dit que tu dirais, a répondu James. Il nous a dit que tu le nierais. Il nous a montré des relevés bancaires, des rapports de dépenses, des avis d'annulation de clients. Kenneth, nous pensons que tu as été imprudent. Nous pensons que l'entreprise se dirige vers la faillite, et que cette acquisition de Harper Industries était une tentative désespérée de te sauver. James, je te le dis, ces rapports sont faux.
Notre troisième trimestre a été rentable. Je peux te montrer les vrais chiffres. Marcus est le directeur financier. Il a accès à tout. Pourquoi mentirait-il? C'était bien la question, n'est-ce pas? J'ai fixé l'état financier fabriqué sur la tablette, mon esprit s'emballant. Marcus était avec moi depuis 18 mois. Je l'avais débauché d'un grand cabinet, lui avais offert des capitaux propres, l'avais traité comme un partenaire. Pourquoi me saboterait-il à moins que quelqu'un ne l'ait approché? Quelqu'un avec des ressources, des connexions, et un désir profond de me voir échouer. J'ai laissé James au café et j'ai conduit directement au bureau de Summit à Cambridge. C'était un bâtiment modeste, seulement 3 étages, et la plupart de mes employés avaient pris le long week-end. Le parking était presque vide. J'ai utilisé ma carte d'accès pour entrer, j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 2e étage, où se trouvaient les bureaux de direction. La porte du bureau de Marcus était verrouillée, mais j'avais un passe-partout. À l'intérieur, son bureau était soigné, organisé. Son ordinateur était protégé par mot de passe, mais je connaissais le mot de passe. Il me l'avait dit un jour, avec désinvolture, lors d'une session de travail tardive, les gens sont négligents en matière de sécurité quand ils te font confiance. Je me suis connecté à son système et j'ai commencé à chercher. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver ce que je cherchais. Il y avait un dossier caché dans ces documents intitulés « Présentation au Conseil ». À l'intérieur se trouvaient des dizaines de fichiers, des états financiers falsifiés montrant des pertes là où il y avait des gains, des rapports de dépenses fabriqués, des annulations de clients inventés. Mais les vrais relevés étaient là aussi, cachés dans des fichiers cryptés. J'avais passé suffisamment de temps avec des ordinateurs pour reconnaître un cryptage de base. Il m'a fallu 20 minutes et 3 tentatives de mots de passe différentes avant d'entrer. Les vrais chiffres montraient exactement ce que je savais, Summit était saine, en croissance, rentable. J'ai tout téléchargé sur une clé USB. Puis j'ai continué à creuser. Dans ces archives de courriel, j'ai trouvé des confirmations de virements bancaires. Mon père payait Marcus $20 000 par mois depuis les 6 derniers mois, $120 000 au total, avec plus de promesses. Et puis j'ai trouvé le fil de courriel qui m'a glacé le sang, des messages entre Marcus et Trevor, mon frère. Il remontait à 8 mois. Trevor avait fourni à Marcus des informations internes sur Harper Industries, liste de clients, processus de fabrication exclusif, plan stratégique, tout ce que j'aurais besoin de savoir pour rendre Summit compétitive avec l'entreprise de mon père. Il ne s'agissait pas seulement de l'annonce de Thanksgiving. Cela avait été planifié pendant des mois. Mon père et mon frère s'étaient systématiquement acharnés à me détruire. J'ai tout copié, crypté les fichiers sur ma clé USB, et j'ai verrouillé le bureau de Marcus derrière moi. Mon téléphone a vibré alors que je retournais à ma voiture. Un SMS de Trevor. Le conseil vote dans 2 heures. J'espère que tu as fait la paix avec l'échec. J'ai conduit jusqu'au Connecticut. Pas chez mes parents, mais chez Trevor, un appartement moderne dans un complexe à 20 minutes de là. Sa voiture était dans l'allée. Je me suis garé derrière elle, le bloquant, et j'ai frappé à la porte. Il a ouvert avec un sourire. Venu mendier? Pourquoi, ai-je demandé. Dis-moi juste pourquoi. Il s'est appuyé contre le cadre de la porte, décontracté, détendu. Tu ne le sais vraiment pas, Kenneth? Tu as toujours été l'enfant prodige. Papa voulait que tu reprennes Harper Industries. Tu étais censé être son successeur. Mais tu es parti il y a 5 ans pour monter ton truc. Tu as dit que tu voulais construire quelque chose toi-même. Prouver que tu pouvais le faire sans le nom de famille. Alors, tu as décidé de me détruire pour ça. J'ai décidé de montrer à papa que je suis le fils qu'il aurait toujours dû apprécier. Quand tu es parti, j'ai enfin eu son attention. Je dirige les opérations chez Harper depuis 4 ans maintenant. Mais tu sais ce qu'il me dit au moins une fois par semaine? Kenneth l'aurait fait différemment. Kenneth avait de meilleurs instincts. Kenneth, Kenneth, Kenneth. As-tu la moindre idée de ce que ça fait? C'est de la jalousie. C'est la justice, a dit Trevor. Tu nous as abandonnés. Tu n'auras rien. La porte derrière lui s'est ouverte davantage, et ma mère est apparue. Je m'attendais à ce qu'elle intervienne, qu'elle dise à Trevor qu'il était allé trop loin. Au lieu de cela, elle m'a regardé avec des yeux froids. Tu as choisi l'argent au détriment de la famille, Kenneth, a-t-elle dit. Tu as tourné le dos à tout ce que ton père a construit.
Tu lui as brisé le cœur. Je voulais construire mon propre chemin. Ce n'est pas un crime. Et maintenant, tu essaies de lui voler son entreprise, a-t-elle poursuivi. En utilisant des sociétés écrans et des astuces juridiques. Tu penses que nous ne voyons pas ce que tu es. Je l'ai fixé. Cette femme qui m'avait élevé. J'avais l'impression de regarder une étrangère. Tu vas vraiment rester là et défendre ça? Ils ont saboté mon entreprise pendant des mois. Ils ont soudoyé mes employés. Ils ont fabriqué des dossiers financiers. Ton père a fait ce qu'il devait faire pour protéger l'œuvre de sa vie, a dit ma mère. Si tu étais resté loyal, rien de tout cela n'aurait été nécessaire. J'ai trouvé les virements. Maman, j'ai trouvé les courriels entre Trevor et Marcus. Il ne s'agit pas de loyauté. C'est une vengeance. Le sourire de Trevor n'a jamais faibli. Prouve-le. Tu as 90 minutes avant que ton conseil ne vote. Même si tu pouvais trouver un avocat, déposer une injonction, tout révéler. Tu n'arriverais jamais à temps. Tu es fini, Kenneth. Ma mère s'est avancée et a posé sa main sur la porte. Rentre chez toi. Accepte ce qui arrive. Peut-être qu'un jour nous pourrons à nouveau être une famille. Mais d'abord, tu dois apprendre l'humilité. Elle a fermé la porte au nez. Je suis resté sur le porche, sentant le froid de novembre s'infiltrer dans mes os. Toute ma famille s'était retournée contre moi. Non seulement retournée contre moi, mais elle avait planifié et exécuté ma destruction avec une précision minutieuse. Et en moins de 2 heures, leur plan allait réussir. J'ai appelé Sharon Fuller, mon avocate, depuis le parking d'un centre commercial. Elle a répondu à la 2e sonnerie, et j'ai pu entendre la tension dans sa voix avant même d'expliquer la situation. « Je suis à mon bureau », a-t-elle dit. « Viens ici aussi vite que possible. » Le trajet jusqu'au centre-ville de Boston a pris 45 minutes. Le bureau de Sharon se trouvait dans un de ces immeubles modernes en verre qui reflétaient le ciel gris de novembre. Elle m'a accueilli dans le hall, a jeté un coup d'œil à mon visage, et m'a conduit à une salle de conférence. J'ai tout exposé, la clé USB avec les faux rapports financiers de Marcus, les relevés de virements, les courriels entre Trevor et Marcus, le sabotage systématique de mon entreprise. Sharon a connecté son ordinateur portable à l'écran de la salle de conférence et a parcouru chaque fichier méthodiquement. Quand elle a eu fini, son expression était sombre. « C'est une fraude », a-t-elle dit. Une fraude claire et documentée. Marcus a falsifié des dossiers d'entreprise. Ton père a soudoyé un dirigeant d'entreprise, et ton frère a facilité l'espionnage corporatif. Nous pouvons donc arrêter le vote du Conseil. Obtenir une injonction. Sharon a secoué la tête. Kenneth, cette preuve montre la fraude, mais la prouver devant un tribunal prend du temps. Déposition, expert, authentification des documents. Nous parlons de mois de procédure judiciaire. Ton conseil vote dans 90 minutes. Aucun juge n'accordera une injonction d'urgence un week-end férié sans plus que ce que nous avons ici. Il doit y avoir quelque chose que nous puissions faire. Elle a ouvert ses courriels, et son visage est devenu pâle. Kenneth, il y a autre chose. Les avocats de ton père ont intenté un procès contre toi ce matin. Je viens de recevoir la notification. Elle a ouvert la pièce jointe et a tourné l'écran vers moi. J'ai lu le langage juridique, chaque paragraphe pire que le précédent. Le procès affirmait que j'avais volé des informations exclusives et des secrets commerciaux de Harper Industries lorsque j'étais parti, il y a 5 ans. Il prétendait que j'avais utilisé les relations clients de mon père, ses processus de fabrication, ses stratégies commerciales pour construire ce mythe. Le procès demandait 30 millions de dollars de dommages-intérêts, et il y avait une demande d'ordonnance restrictive immédiate m'empêchant d'opérer Summit Enterprises pendant la durée de l'affaire. Il y a une audience prévue pour lundi, a dit Sharon. Mais si le juge accorde ne serait-ce qu'une ordonnance restrictive temporaire, tu ne pourras pas accéder à ta propre entreprise. Tu ne pourras pas assister à la réunion du conseil. Tu ne pourras pas présenter de preuves. Tu ne pourras pas te défendre. J'ai senti les murs se refermer. Peut-on déposer une contre-poursuite? Nous pourrions, mais cela aurait l'air de représailles. Un juge n'aimerait pas ça. Et Kenneth, je dois être honnête avec toi. Même si nous nous battons et gagnons éventuellement, le mal est fait aujourd'hui. Ton conseil vote dans moins de 2 heures. S'il vote non, Summit doit cette pénalité de 10 millions de dollars.
Ton entreprise n'a pas ce genre de liquidité disponible, surtout avec tes comptes sur le point d'être gelés. Je me suis affalé sur ma chaise. Tout ce que j'avais construit, 5 ans de travail, s'écroulait en temps réel. Qu'est-ce que je fais? Tu vas à cette réunion du conseil, a dit Sharon. Tu présentes les preuves que tu peux. Tu essaies de les convaincre. C'est ta seule chance. La réunion du conseil était à 11 heures dans une salle de conférence d'un hôtel près du bureau de Cambridge. Je suis arrivé à 11h moins 5. Les 7 membres du conseil étaient déjà là, assis autour d'une longue table. Marcus se tenait en bout de table. Une présentation était affichée sur l'écran derrière lui. Quand je suis entré, la pièce est devenue silencieuse. Kenneth, a dit Marcus d'une voix douce. Nous n'étions pas sûrs que vous viendriez. Bien sûr que je suis venu. C'est mon entreprise. J'ai fait un mouvement pour prendre ma place habituelle, mais Marcus a levé la main. En fait, comme cette réunion concerne votre acquisition proposée et votre jugement en tant que PDG, nous avons jugé approprié que vous présentiez votre dossier et que vous vous retiriez pendant que nous délibérons et votons. Ce n'est pas comme ça que nous avons toujours fait. Patricia a pris la parole depuis sa place, à mi-chemin de la table. Kenneth, nous avons examiné les rapports financiers. Nous avons vu les performances de Summit au cours des 6 derniers mois. Nous sommes préoccupés par l'orientation de l'entreprise et par la pertinence de cette acquisition. J'ai sorti la clé USB de ma poche et je l'ai brandie. Les rapports financiers que vous avez vus sont fabriqués. Marcus a créé de faux documents et a caché les vrais chiffres. J'ai la preuve juste ici. L'expression de Marcus n'a pas changé. Membre du conseil, ce dont vous êtes témoin est exactement ce dont je vous avais averti. Kenneth est devenu paranoïaque et erratique. Face à des préoccupations légitimes concernant son leadership, il recourt à des théories du complot et à des accusations. Ce ne sont pas des théories. J'ai les fichiers de votre ordinateur, Marcus. Les vrais états financiers montrant que Summit est rentable. Et les faux que vous avez montrés au conseil. Les virements de mon père pour vous payer. Kenneth a accédé illégalement à mon ordinateur, a dit Marcus calmement. Il a sorti son téléphone et a montré l'écran aux membres du conseil les plus proches de lui. J'ai changé tous les mots de passe hier après m'être inquiété de la sécurité des données. J'ai déposé un rapport de police ce matin signalant que quelqu'un a piraté les systèmes de l'entreprise pendant la nuit. Les journaux informatiques montrent un accès non autorisé à mon bureau à 6h30 ce matin. J'ai eu la bouche sèche. Je suis le PDG. J'ai des droits d'accès. Pas selon les documents de structure corporative que nous avons déposés auprès de l'État, a dit Marcus. Il a affiché un autre document à l'écran. Il montrait l'organigramme de Summit. Selon cette version, Marcus était répertorié comme PDG et moi comme consultant. Ce n'est pas juste. Je suis le PDG. J'ai fondé cette entreprise. Les papiers disent autre chose, a dit Marcus. Et maintenant, vous affirmez que vous avez pénétré par effraction dans mon bureau et accédé à mon ordinateur sans autorisation. C'est de l'espionnage corporatif, Kenneth. C'est un crime. James s'est levé. Je pense que nous en avons assez entendu. Kenneth, nous allons avoir besoin que vous attendiez dehors pendant que nous votons. Vous ne pouvez pas faire ça. Regardez juste la clé USB. Regardez les preuves. Des preuves obtenues par des moyens illégaux, a dit Marcus. Même s'il y avait quelque chose de légitime dessus, c'est inadmissible. Vous vous êtes compromis, Kenneth. Patricia ne voulait pas me regarder. Sarah fixait ses mains. Aucun d'entre eux ne voulait me regarder dans les yeux. La sécurité est apparue à la porte. Ce n'était pas ma sécurité, pas des gens que j'avais embauchés. C'était la sécurité du bâtiment, répondant à l'appel précédent de Marcus. Ils m'ont escorté hors de la salle de conférence, dans le couloir. À travers la vitre de la porte, je pouvais voir les membres du conseil se rassembler autour de la table. Le vote a pris 12 minutes. Marcus a ouvert la porte et m'a regardé avec une expression qui aurait pu être de la sympathie si je n'avais pas su mieux. Le vote a été de 4 contre, 2 pour, et une abstention. L'acquisition est rejetée. Il m'a tendu un document imprimé. En tant que directeur financier, je suis tenu de vous informer que Summit Enterprises est désormais obligé de payer une pénalité de 10 millions de dollars à Harper Industries pour rupture de contrat. Compte tenu de notre trésorerie actuelle et du litige en cours, je recommande que nous déposions le bilan.
tu es en train de détruire l'entreprise. J'essaie de sauver ce qu'il en reste. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai des appels à passer. Il est retourné dans la salle de conférence et a fermé la porte. Je suis resté dans ce couloir, engourdi, tandis que mon téléphone commençait à vibrer, SMS, courriel, notifications. La nouvelle se répandait rapidement, Summit Enterprises n'avait pas réussi à conclure une acquisition majeure. Des questions sur la stabilité financière, des préoccupations de la part des clients. Un par un, j'ai vu des partenariats commencer à s'effondrer. Puis mon téléphone a sonné. Ma banque. Nos comptes avaient été gelés en attendant une enquête sur une fraude présumée. Je ne pouvais pas accéder au fonds de l'entreprise, ne pouvais pas payer les salaires, ne pouvais pas payer les fournisseurs. Un autre appel. Ma petite amie, Jessica. Elle avait vu les articles de presse qui commençaient à apparaître en ligne. Des articles qui me dépeignaient comme un fils ingrat qui avait volé l'entreprise de sa famille et qui faisait maintenant face à des conséquences juridiques. Kenneth, est-ce vrai? A-t-elle demandé. As-tu volé ton père? Non, Jessica, c'est compliqué, mais non, je n'ai rien volé. Ta propre famille dit ça. Ton père a intenté un procès. Pourquoi mentirait-il? Parce qu'il se protège. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui est malhonnête, Kenneth. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui vole sa propre famille. Je suis désolé. Elle a raccroché. Je suis resté dans ce couloir d'hôtel alors que ma vie entière s'effondrait. Mon entreprise était finie. Ma réputation était détruite. Ma petite amie m'avait quitté. Ma famille avait tout orchestré, et je faisais face à des accusations criminelles potentielles pour avoir accédé aux systèmes informatiques de ma propre entreprise. Une autre notification par courriel. Mon propriétaire. En raison du litige en cours et des comptes bancaires gelés, il voulait un dépôt de garantie supplémentaire de $10 000, où il entamerait une procédure d'expulsion. J'ai glissé le long du mur et me suis assis par terre, mon téléphone à la main, regardant tout ce que j'avais construit se transformer en poussière. J'ai passé le samedi dans mon appartement, qui me semblait soudain temporaire et instable. Les appels continuaient d'arriver, des fournisseurs exigeant un paiement, des employés demandant si les rumeurs étaient vraies, s'ils devaient chercher d'autres emplois, des partenaires commerciaux voulant se distancier du scandale. Dimanche matin, la police est venue frapper à ma porte. Le détective Morrison était poli mais ferme. Il voulait me poser des questions sur le rapport de police de Marcus concernant la fraude informatique. J'ai expliqué que j'étais le PDG, que j'avais des droits d'accès au système de l'entreprise. Le détective a pris des notes, son expression neutre. Selon les dossiers d'emploi que nous avons reçus, vous êtes répertorié comme consultant, et non comme PDG, dans les déclarations corporatives les plus récentes, a-t-il dit. C'est là le problème. Vous avez accédé à des systèmes informatiques appartenant à quelqu'un d'autre sans autorisation. Ces déclarations sont frauduleuses. J'ai fondé Summit. Je possède 40% de l'entreprise. C'est une affaire pour le tribunal civil, monsieur. D'un point de vue criminel, si vous accédez à des systèmes auxquels vous n'étiez pas autorisé à accéder, c'est un crime en vertu de la loi du Massachusetts. La fraude informatique peut entraîner jusqu'à 5 ans de prison. Sharon est arrivée 20 minutes plus tard, l'air épuisé. Elle avait travaillé tout le week-end. Elle m'a conseillé de ne plus répondre à aucune question, et le détective est parti avec un avertissement de ne pas quitter l'État. Après son départ, Sharon s'est assise à ma table de cuisine et a sorti son ordinateur portable. Kenneth, nous devons parler de la suite. Les médias ont repris cette histoire. Il y a des articles qui vous appellent un fils privilégié qui a essayé de voler l'entreprise de son père immigré. Mon père n'est pas un immigré. Il est né en Pennsylvanie. Je sais. Mais le récit qui se forme en ligne ne se soucie pas des faits. Les médias sociaux sont en train de vous détruire. Il y a des fils Twitter, des publications Facebook, des articles de réflexion sur les enfants riches privilégiés. Votre nom est traîné dans la boue. Elle m'a montré son écran. J'étais tendance depuis la veille. Des milliers de commentaires, la plupart vicieux. Des gens qui ne m'avaient jamais rencontré m'appelaient voleur, menteur, une honte. Il y a plus, a dit Sharon doucement. Si le procureur de district décide de porter plainte, vous serez arrêté. Vous devrez payer une caution. Et Kenneth, le procès civil intenté par ton père pourrait prendre des années à se résoudre.
Même si nous gagnons, les frais juridiques seuls s'élèveront à des centaines de milliers de dollars. Et Summit? Pouvons-nous sauver l'entreprise? Elle a secoué la tête. Tes clients restants ont annulé des contrats tout le week-end. J'ai parlé à James ce matin. 3 de tes employés clés ont déjà démissionné. L'entreprise est en chute libre. Et avec les comptes gelés et cette pénalité de 10 millions de dollars qui plane, la faillite est peut-être inévitable. Je me suis senti vidé, creux. Mon père payait Marcus 20 000 dollars par mois pendant 6 mois. C'est de la conspiration, n'est-ce pas? C'est criminel. Ça l'est, a acquiescé Sharon. Mais prouver cela et faire déposer des accusations prend du temps. Pendant ce temps, c'est toi qui fais face à une responsabilité pénale immédiate. Le système ne bouge pas vite, Kenneth. Et ton père a des avocats chers qui savent comment ralentir les choses encore plus. Lundi matin, j'ai rencontré Hélène, ma comptable. Elle avait passé le week-end à examiner les finances de Summit et mes actifs personnels. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. Summit Enterprises doit la pénalité de 10 millions de dollars, a-t-elle dit. Avec les comptes gelés et les clients qui annulent, l'entreprise ne peut pas payer ses obligations. La faillite est la seule option pour l'entreprise. Mais Kenneth, tu as personnellement garanti les dettes de l'entreprise lorsque tu as mis en place la structure corporative. Je sais que tes actifs personnels s'élèvent à environ 2 millions de dollars, ton appartement, ta voiture, tes économies et tes comptes d'investissement. Cela te laisse 8 millions de dollars à court. Et avec le procès de ton père réclamant 30 millions de dollars de dommages-intérêts, s'il gagne, tu seras endetté pour le reste de ta vie. Si je déclare faillite. La faillite personnelle éliminera la plupart des dettes, mais pas le jugement civil. Si ton père gagne son procès, et que la faillite reste dans tes dossiers pendant des années, il sera presque impossible d'obtenir du crédit, de démarrer une autre entreprise, ou de récupérer professionnellement. Ta réputation dans le milieu des affaires sera ruinée. J'ai fixé la feuille de calcul sur son ordinateur portable. Des chiffres qui représentaient la destruction complète de tout ce pour quoi j'avais travaillé. Que ferais-tu, Hélène? Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Honnêtement, beaucoup de gens dans ta situation envisageraient de s'entendre avec ton père. Admettre une certaine faute. Négocier la pénalité à la baisse. Essayer de faire disparaître ça. Admettre quelque chose que je n'ai pas fait. C'est parfois ainsi que le monde fonctionne, Kenneth. Ce n'est pas juste, mais c'est la réalité. Cet après-midi-là, mon partenaire commercial dans une entreprise parallèle m'a appelé. Nous développions ensemble un projet logiciel, sans rapport avec Summit. Il voulait dissoudre le partenariat. Kenneth, je ne peux pas être associé à ce désordre. Mes autres investisseurs sont déjà préoccupés. Je suis désolé, mais je dois me distancier. Un par un, chaque relation professionnelle que j'avais se rompait. Des gens avec qui j'avais travaillé, en qui j'avais confiance, avec qui j'avais construit des choses. Tous couraient vers la sortie. Lundi soir, j'étais seul dans mon appartement avec un avis d'expulsion collé à ma porte. 7 jours pour payer un dépôt de garantie supplémentaire de 15 000 dollars ou quitter les lieux. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des créanciers et des fournisseurs en colère, d'anciens employés exigeant des indemnités de départ que je ne pouvais pas fournir. Je me suis assis sur mon canapé au coucher du soleil, regardant l'horizon de Boston à travers ma fenêtre. Cet appartement m'avait semblé un tel triomphe lorsque j'y avais emménagé il y a 3 ans. Un symbole de succès, de réussite par moi-même. Maintenant, c'était juste une autre chose que j'étais sur le point de perdre. Sharon a appelé à 8 heures ce soir-là. Kenneth, les avocats de ton père nous ont envoyé les conditions de règlement. Ils veulent que tu signes une confession admettant que tu as volé des secrets commerciaux et des informations exclusives à Harper Industries. En échange, ils abandonneront le renvoi criminel et réduiront les dommages civils à 1 million de dollars, plus des excuses publiques. Une confession pour quelque chose que je n'ai pas fait. Ils veulent aussi que tu renonces à toute future réclamation sur Harper Industries. Que tu cèdes tes droits sur l'entreprise familiale de façon permanente. J'ai ouvert le document sur mon ordinateur portable. Le langage était humiliant, un aveu de faute, de trahison de ma famille, d'être motivé par la cupidité et l'ambition, des excuses publiques à publier sur les réseaux sociaux et à envoyer aux publications économiques. Et 1 million de dollars que je devrais rassembler en vendant tout ce que je possédais. Mon doigt a plané au-dessus de la ligne de signature. Il serait si facile de simplement signer,
de mettre fin à ce cauchemar, d'admettre la défaite et d'essayer de reconstruire à partir de rien quelque part loin. Puis je me suis souvenu de quelque chose. Des années auparavant, lorsque j'avais quitté Harper Industries pour démarrer ma propre entreprise, j'avais gardé des disques de sauvegarde, des copies personnelles de mon travail, de mes conceptions, de mon développement client. Je les avais gardés comme assurance, sans jamais penser que j'en aurais besoin, mais aussi parce qu'ils représentaient mes contributions, la preuve de ce que j'avais construit. Je me suis levé et je suis allé à mon placard de rangement. À l'arrière, derrière des boîtes de vieux dossiers et d'équipements, j'ai trouvé ce que je cherchais, une petite boîte inifugée contenant 3 disques durs externes datant d'il y a 5 ans. J'ai connecté le premier disque à mon ordinateur portable. Il était crypté, et il m'a fallu 40 minutes pour me souvenir du mot de passe. Mais quand je suis finalement entré, j'ai commencé à voir des fichiers que j'avais oubliés, des courriels de mon temps chez Harper Industries, des documents de conception avec mon nom comme seul auteur, des propositions de clients que j'avais écrites, des innovations de fabrication que j'avais développées, des preuves que je n'avais rien volé, des preuves que j'avais construit moi-même la majeure partie de l'infrastructure moderne de Harper Industries avant de partir pour démarrer Summit. J'ai continué à fouiller les disques. Il y avait des centaines de fichiers, des années de travail. Et puis j'ai trouvé quelque chose d'inattendu, des dossiers financiers de Harper Industries remontant à 6 ans. J'avais aidé à la comptabilité à l'époque, apprenant l'entreprise de l'intérieur. Les dossiers montraient des divergences, de petites au début, mais un motif, des paiements de fournisseurs qui ne correspondaient pas aux factures, des coûts gonflés, de l'argent circulant dans l'entreprise d'une manière qui n'avait pas de sens. J'ai ouvert un tableur que j'avais créé à l'époque, essayant de comprendre la structure des coûts de l'entreprise. J'avais noté les irrégularités, les avais signalées pour examen, mais mon père m'avait dit de ne pas m'en faire, que je ne comprenais pas les complexités des relations à long terme avec les fournisseurs. Maintenant, en regardant cela avec des yeux plus matures et plus d'expérience, j'ai vu ce que c'était réellement, mon père détournait des fonds de sa propre entreprise. De petits montants au début, quelques milliers de dollars ici et là, mais au fil du temps, les montants avaient augmenté. J'ai créé un nouveau tableau pour suivre l'évolution du modèle. S'il avait continué au même rythme, il aurait prélevé environ 5 millions de dollars de Harper Industries au cours de la dernière décennie. La vente de 50 millions de dollars à Summit n'avait pas pour but de me couper l'herbe sous le pied. Il s'agissait d'encaisser avant qu'un audit ne découvre ce qu'il faisait. Je me suis adossé, mon esprit s'emballant. Mon père ne protégeait pas son héritage. Il couvrait un crime, et il était prêt à me détruire pour garder ce secret enterré. J'ai passé mardi matin à parcourir chaque fichier sur ces vieux disques de sauvegarde. La preuve du détournement de fonds de mon père était là, mais dispersée sur des années de dossiers. J'avais besoin d'aide pour l'organiser, la présenter d'une manière qui serait claire et irréfutable. J'ai cherché en ligne des experts comptables judiciaires dans la région de Boston. La plupart étaient fermés pour la semaine des fêtes, mais j'ai finalement réussi à joindre quelqu'un. Emma Chen travaillait pour un petit cabinet spécialisé dans les enquêtes sur la fraude corporative. Elle a accepté de me rencontrer cet après-midi-là. Son bureau était dans un entrepôt reconverti dans le sud de Boston. Emma, la quarantaine, était terre à accent grave terre, avec des yeux vifs qui ne manquaient rien. J'ai expliqué la situation pendant qu'elle prenait des notes. Vous dites que votre père détourne des fonds de sa propre entreprise depuis plus d'une décennie, a-t-elle demandé. Je pense que oui. J'ai trouvé ces divergences il y a des années, mais j'étais jeune et je ne comprenais pas ce que je regardais. Maintenant, je comprends. Elle a pris des copies de tous mes fichiers. Donnez-moi 24 heures. S'il y a un motif ici, je le trouverai. Pendant qu'Emma travaillait, j'ai fait mes propres recherches. J'ai examiné l'historique commercial de mon père, cherchant tout ce qui pourrait me donner un avantage. J'ai trouvé un article d'il y a 20 ans dans un journal local du Connecticut. Le premier partenaire commercial de mon père, un homme nommé Walter Grant. Le partenariat s'était dissous de manière acrimonieuse, et Walter avait complètement disparu du monde des affaires. J'ai passé des heures à retrouver Walter. Finalement, j'ai trouvé un registre de propriété dans le Vermont, une petite cabane dans les montagnes enregistrée au nom de Walter Grant. J'ai conduit jusqu'au Vermont le lendemain matin, mercredi. La cabane se trouvait au bout d'un long chemin de terre entouré de pins. De la fumée sortait de la cheminée. J'ai frappé à la porte, ne sachant pas ce que j'allais trouver. Walter Grant avait 70 ans, les cheveux gris, avec des yeux fatigués qui avaient trop vu. Il était méfiant lorsqu'il a ouvert la porte, mais quand j'ai mentionné le nom de mon père,
quelque chose a changé dans son expression. « Tu es le fils de Richard » a-t-il dit. « Kenneth. Pouvons-nous parler ?» Il m'a invité à entrer. La cabane était petite mais confortable, remplie de livres et de projets de menuiserie. Nous nous sommes assis près de la cheminée, et j'ai expliqué pourquoi j'étais venu. Walter a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il s'est levé et est allé dans une pièce arrière. Il est revenu portant une boîte en carton. « J'ai tout gardé » a-t-il dit. Je savais qu'un jour cela compterait. La boîte était remplie de dossiers financiers datant d'il y a 25 ans. Walter et mon père avaient géré ensemble une entreprise de fabrication, un prédécesseur de Harper Industries. Walter m'a montré des documents qui prouvaient que mon père avait également détourné des fonds de cette entreprise, le même modèle de coûts de fournisseurs gonflés, de paiements mystérieux, d'argent disparaissant. Il vous l'a fait aussi, ai-je dit. Il m'en a blâmé, a répondu Walter. Il a dit à nos investisseurs, à nos clients, à nos employés que c'était moi qui volais. J'ai tout perdu, ma réputation, mon argent, l'entreprise de ma famille. J'ai passé des années à me battre contre lui au tribunal. Mais Richard avait de meilleurs avocats, plus de connexions. Finalement, j'ai abandonné. Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police? J'ai essayé, mais Richard avait bien couvert ses traces. Il a fait croire que j'étais le coupable. Au moment où la vérité aurait pu éclater, j'étais en faillite et brisé. Je voulais juste que ce soit fini. Walter a accepté de m'aider. Plus que cela, il voulait t'aider. Il attendait cette chance depuis 25 ans. Ton père a fait cela 3 fois que je sache, a dit Walter. D'abord avec moi, puis avec une femme nommée Dorothy Fisher. Elle est morte il y a 5 ans, emportant son histoire avec elle. Maintenant toi. C'est un prédateur, Kenneth. Il trouve des partenaires, les saigne à blanc, et détruit leur réputation lorsqu'ils s'approchent trop près de la vérité. Nous avons passé 2 jours dans cette cabane à tout examiner, les dossiers de Walter, mes dossiers, rassemblant une chronologie du comportement de mon père s'étendant sur des décennies. Emma est arrivée de Boston pour nous rejoindre, et nous avons travaillé 18 heures par jour, tous les 3. L'analyse d'Emma était accablante. Mon père avait détourné environ 5 millions de dollars de Harper Industries au cours des 10 dernières années. Les motifs correspondaient exactement à ce qu'il avait fait à Walter il y a 25 ans. Emma pouvait retracer l'argent à travers des sociétés écrans, des comptes offshore, des virements soigneusement cachés. La vente de 50 millions de dollars était sa stratégie de sortie, a expliqué Emma. Harper Industries a un audit prévu pour janvier. Un véritable audit avec des comptables externes. Ton père savait qu'il trouverait le détournement de fonds. Il avait besoin de vendre, de prendre l'argent et de disparaître avant que cela ne se produise. Et Marcus, ai-je demandé. Mon directeur financier. Emma a sorti d'autres dossiers. Marcus a été payé par ton père, mais il détournait des fonds lui aussi. Il a volé environ 400 000 dollars à Summit au cours de la dernière année, pendant qu'il fabriquait ses rapports financiers. Tout le monde volait tout le monde. Sharon, mon avocate, nous a rejoints jeudi. Elle a examiné tout ce qu'Emma et Walter avaient compilé. C'est solide, a-t-elle dit. Nous pouvons obtenir une assignation à comparaître pour les dossiers financiers de ton père. Avec ce que tu as ici, un juge l'accordera. Elle a déposé la requête cet après-midi-là. L'audience était prévue pour vendredi matin, exactement une semaine après le dîner de Thanksgiving qui avait tout déclenché. Mais jeudi soir, Sharon a appelé avec des nouvelles. Mon père avait découvert l'assignation. Ses avocats avaient déposé une requête d'urgence pour sceller ses dossiers financiers, invoquant des préoccupations de confidentialité et de secrets commerciaux. Il y a une audience demain, a dit Sharon. À la même heure que la nôtre. Le juge décidera d'accorder l'assignation ou de sceller les dossiers. Kenneth, tu dois comprendre quelque chose. Si ces dossiers sont scellés, nous perdons notre meilleure preuve. Ton père disparaîtra avec cet argent et nous ne prouverons jamais ce qu'il a fait. Nous avons le témoignage de Walter. Nous avons l'analyse d'Emma. Ce n'est pas suffisant sans les relevés bancaires réels. Nous devons tracer l'argent en temps réel, montrer que le modèle continue. Sinon, ce ne sont que des preuves historiques qui ne prouvent pas le détournement actuel. J'ai à peine dormi jeudi soir. Tout reposait sur l'audience de vendredi, un juge, une décision, déterminant si la vérité éclaterait ou si mon père réussirait à l'enterrer pour toujours.
vendredi matin est arrivé, froid et clair. Nous nous sommes réunis au palais de justice de Boston, Sharon, Emma, Walter, et moi. De l'autre côté de la salle d'audience, mon père était assis avec son équipe juridique, 4 avocats coûteux en costume sur mesure. Nos yeux se sont croisés dans la salle. L'expression de mon père était froide, calculatrice. Il pensait qu'il avait déjà gagné. Le juge a examiné les 2 requêtes. Sharon a présenté notre argumentaire pour l'assignation, montrant le modèle de détournement de fonds, les preuves que nous avions compilées. L'avocat principal de mon père a plaidé la confidentialité, affirmant qu'il s'agissait d'une vendetta d'un fils mécontent. L'audience a duré 90 minutes. À la fin, le juge a rendu sa décision. L'assignation a été accordée. Les dossiers financiers de mon père devaient être remis dans les 72 heures. Mais il y avait plus. Sharon avait également déposé une requête pour faire lever l'ordonnance restrictive contre moi et abandonner les accusations criminelles. Le juge a examiné les preuves des faux documents d'entreprise de Marcus, les paiements de mon père à Marcus, la fraude systématique. Le juge a rejeté l'ordonnance restrictive, rejeté les accusations criminelles en instance contre moi, et ordonné une enquête complète sur Harper Industries et Summit Enterprises. Ce matin-là, le FBI avait gelé les comptes offshore de mon père sur la base des preuves qu'Emma avait découvertes. Les 50 millions de la vente prévue étaient piégés sous séquestre, incapables d'être transférés. Le visage de mon père est devenu pâle pendant que le juge lisait les décisions. Il s'est levé, son avocat essayant de le calmer, mais il les a dépassés et est sorti de la salle d'audience. Je l'ai suivi dans le couloir. Nous nous sommes tenus là, père et fils. Tout était enfin révélé. « Tu as détruit cette famille », a-t-il dit. « Non, papa, tu l'as fait. Tu as choisi la cupidité au détriment de tout. Tu as essayé de détruire ton propre fils pour cacher ce que tu avais fait. J'ai construit cette entreprise. Je méritais cet argent. Tu l'as construite sur la fraude. Et tu étais prêt à m'envoyer en prison pour te protéger ? » Il n'avait pas de réponse à cela. Pendant un instant, son masque est tombé, et j'ai vu quelque chose en dessous. Pas de la colère, de la peur. La peur d'un homme qui fuyait les conséquences depuis 25 ans et qui s'était finalement fait prendre. « Pourquoi m'as-tu tant haï ?» ai-je demandé. La question a semblé briser quelque chose en lui. Ses épaules se sont affaissées. « Je ne t'ai pas haï. J'ai eu peur de toi. » « Quoi ? Tu étais meilleur que moi, Kenneth. Plus intelligent, plus éthique, plus talentueux. Je savais depuis tes 20 ans que tu finirais par découvrir ce que je faisais. J'ai essayé de te repousser, de te faire quitter l'entreprise. Quand tu es parti de toi-même pour démarrer Summit, j'ai cru que j'étais en sécurité. Mais ensuite, tu as essayé d'acheter Harper Industries, et j'ai su que tu verrais les vrais dossiers financiers. Tu découvriras tout. Alors, tu as décidé de me détruire en premier. J'ai décidé de survivre. C'est ce que j'ai toujours fait. Quoi qu'il faille pour survivre. Des agents fédéraux sont apparus au bout du couloir. Ils n'étaient pas là pour moi cette fois. Ils étaient là pour lui. Mon père a été arrêté pour détournement de fonds, fraude électronique et obstruction à la justice. Ils l'ont emmené menotter pendant que ses avocats se précipitaient pour organiser sa caution. Ma mère se tenait près des portes de la salle d'audience, regardant. Elle pleurait. Trevor était avec elle, l'air sous le choc. Pendant un instant, j'ai eu pitié d'eux. Puis je me suis souvenu de tout ce qu'ils avaient fait, de la façon dont ils avaient participé à ma tentative de destruction, et la sympathie s'est évanouie. La semaine après l'arrestation de mon père fut le chaos. Les comptes de Harper Industries ont été gelés. La vente prévue à Summit a été annulée. L'entreprise a été placée sous séquestre temporaire pendant que les enquêteurs examinaient les livres. Mardi, Marcus a également été arrêté. Les preuves qu'Emma avait compilées montraient qu'il avait détourné des fonds de Summit tout en sabotant l'entreprise sur ordre de mon père. Il a été accusé de fraude, de détournement de fonds et de conspiration. Les membres du conseil d'administration qui avaient voté contre l'acquisition ont commencé à m'appeler, s'excusant, essayant de s'expliquer. J'ai écouté, mais je n'ai pas offert de pardon. Ils avaient été manipulés, mais ils avaient aussi été prêts à croire le pire de moi sans poser de questions. Sharon a déposé des requêtes pour que toutes les accusations portées contre moi soient définitivement rejetées. Les faux documents d'entreprise déposés par Marcus ont été corrigés.
J'ai été rétabli dans mes fonctions de PDG de Summit Enterprises dans tous les dossiers officiels. Mais l'entreprise était en ruine. La plupart de nos clients étaient partis. Des employés clés avaient démissionné. Notre réputation était brisée. J'ai passé des jours à rencontrer le personnel restant, essayant d'expliquer ce qui s'était passé, leur demandant de rester pendant que nous reconstruisions. Certains l'ont fait, beaucoup ne l'ont pas fait. Je ne pouvais pas leur en vouloir. Mercredi, Trevor m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. « Kenneth » a-t-il dit, sa voix tremblante. « Papa est parti. Il a payé sa caution et a disparu. Il a pris de l'argent. Beaucoup d'argent. De l'argent que j'avais économisé. De l'argent que maman avait économisé. Nos comptes sont vides. Qu'est-ce que tu dis? Il nous a utilisés. Il nous a tous utilisés. Et maintenant, il s'est enfui. Et nous n'avons plus rien. Maman est dévastée. Elle lui faisait confiance. Moi aussi, autrefois. Peux-tu nous aider? S'il te plaît, Kenneth. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais maman ne comprenait pas. Elle le croyait juste. J'ai pensé à refuser. À les laisser faire face aux conséquences de leur choix. Mais ils étaient toujours ma famille, quoi que cela signifie. Où est-il maintenant, ai-je demandé. Je ne sais pas. Mais son avocat a mentionné qu'il a un billet d'avion. Grand Cayman. Départ demain matin. Allez simple. J'ai immédiatement appelé Sharon. Elle a contacté le FBI. Ils l'ont confirmé. Mon père avait acheté un billet pour les îles Caïmans sous un faux nom. Il prévoyait de fuir le pays avec tout l'argent auquel il pouvait accéder. Jeudi soir, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à mon père sur une plage quelque part, vivant de l'argent volé, pendant que les gens qu'il avait blessés luttaient avec l'épave qu'il avait laissée derrière lui. Puis, à minuit, j'ai reçu un courriel anonyme. Il contenait des fichiers, des dizaines d'entre eux, des dossiers financiers complets de Harper Industries remontant à 15 ans. Tout ce que mon père avait essayé de cacher. Relevés bancaires, virements, détails de comptes offshore. Quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise les avait divulgués. Je soupçonnais que ce soit ma mère, bien que je ne pouvais pas en être sûr. Le courriel était intraçable. Sharon a examiné les documents divulgués lors d'un appel d'urgence. Kenneth, c'est tout ce dont nous avons besoin. Cela prouve l'ampleur complète du détournement de fonds de ton père. Pas seulement 5 millions de dollars, mais plutôt 8 millions de dollars sur 15 ans. C'est une preuve irréfutable. Nous avons transmis le tout au FBI et au procureur chargé du dossier de mon père. Puis nous avons attendu. Vendredi matin est arrivé. Le vol de mon père était prévu pour 10 heures. J'ai reçu un appel du FBI à 9h15. Ils l'avaient arrêté à l'aéroport. Les documents divulgués leur avaient donné suffisamment de preuves pour des accusations supplémentaires. Mon père n'allait nulle part. L'audience cet après-midi-là était surréaliste. J'étais assis dans la galerie du tribunal avec Sharon, Emma et Walter. Mon père a été amené portant une combinaison orange. Il semblait plus petit d'une certaine manière, diminué. Le procureur a présenté les nouvelles preuves. Le juge les a examinées, a posé des questions, puis a rendu une décision. La caution a été révoquée. Mon père a été placé sous garde fédérale en attendant son procès. Les accusations comprenaient désormais le blanchiment d'argent international, l'évasion fiscale et la fraude électronique s'étendant sur plusieurs décennies. Il a regardé en arrière vers moi alors qu'il l'emmenait. Je ne pouvais pas lire son expression, colère peut-être, ou résignation, ou peut-être juste du vide. Après l'audience, je me suis tenu devant le palais de justice. Sharon était au téléphone, travaillant déjà sur les prochaines étapes. Emma compilait un rapport final. Walter se tenait à côté de moi, silencieux. Merci, lui ai-je dit, d'avoir gardé ces dossiers, de m'avoir aidé. Tu m'as donné quelque chose que je pensais ne jamais avoir, a répondu Walter. Une justification. La preuve que je n'étais pas fou. Que je n'étais pas le méchant. Cela vaut plus que de l'argent. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Trevor. Peut-on parler? Je l'ai rencontré dans un café ce soir-là. Il avait l'air épuisé, plus vieux que ses 28 ans. Nous nous sommes assis face à face, ne sachant pas comment commencer.
Je suis désolé, a-t-il finalement dit. Je sais que ce n'est pas suffisant. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais j'ai besoin que tu comprennes. Papa m'a convaincu que tu étais l'ennemi, que tu nous avais abandonnés, que tu essayais de voler l'entreprise. Je l'ai cru. Tu as aidé Marcus à saboter mon entreprise, Trevor, pendant des mois. Je sais, et je me déteste pour ça. Mais papa m'a fait croire que c'était la justice, que nous protégions la famille. Jusqu'à ce qu'il te vole aussi. Trevor a hoché la tête. Je suis un idiot. Je lui ai fait confiance. Et maintenant, maman et moi n'avons plus rien. La maison va être saisie. Nos comptes sont gelés. Nous allons tout perdre. Je voulais me sentir satisfait de cela. Je voulais me réjouir de le voir faire face aux conséquences. Mais tout ce que je ressentais, c'était de la fatigue. Qu'est-ce que tu veux de moi, ai-je demandé. De l'aide. Je sais que je ne la mérite pas, mais Harper Industries est sous séquestre. Ils ont besoin de quelqu'un pour la diriger, pour essayer de sauver ce qu'il en reste. Je ne peux pas le faire seul. Je ne suis pas assez bon. Mais toi, tu le es. Tu veux que je sauve l'entreprise de papa. Je veux que nous sauvions les employés qui n'ont rien fait de mal, les fournisseurs à qui l'on doit de l'argent, les clients qui nous faisaient confiance. Ils ne devraient pas souffrir à cause de ce que papa a fait. J'y ai réfléchi longtemps. Harper Industries était l'entreprise dans laquelle j'avais grandi, l'endroit où j'avais appris les affaires. La sauver signifiait affronter beaucoup de souvenirs douloureux. Mais cela signifiait aussi protéger des innocents. Je vais aider, ai-je dit. Pas pour papa, pas même pour toi, mais pour tout le monde. Le soulagement de Trevor était visible. Merci. Au cours des semaines suivantes, Trevor et moi avons travaillé ensemble pour stabiliser Harper Industries. Ce ne fut pas facile. La réputation de l'entreprise était ternie. Les clients étaient nerveux. Les fournisseurs voulaient des garanties de paiement. Mais lentement, méthodiquement, nous avons reconstruit. J'ai fait appel à Emma pour effectuer un audit complet, nettoyant des décennies de pratiques douteuses. Walter nous a rejoints en tant que conseiller, nous aidant à comprendre l'histoire de l'entreprise et à éviter les erreurs du passé. Ma mère est allée en thérapie. Elle m'appelait une fois par semaine, s'excusant, essayant de rétablir une sorte de relation. J'ai écouté, mais j'ai gardé mes distances. La confiance n'était pas quelque chose qui pouvait être restauré rapidement. Summit Enterprises était plus difficile à sauver. Trop de clients étaient partis. Trop d'employés s'étaient dispersés. J'ai pris la décision difficile de mettre fin aux opérations, de payer les obligations restantes et de fermer l'entreprise. Cela faisait mal, mais c'était le bon choix. 3 mois après ce dîner de Thanksgiving, mon père a plaidé coupable pour éviter le procès. Il a été condamné à 12 ans de prison fédérale et a remboursé 8 millions de dollars. J'ai assisté à la sentence mais je n'ai pas parlé. Il n'y avait plus rien à dire. 1 an plus tard, j'ai organisé Thanksgiving dans mon nouvel appartement. Il était plus petit que le précédent, plus modeste. J'avais vendu beaucoup de ce que je possédais pour payer des dettes et prendre un nouveau départ. Mais il était à moi, et il était honnête. La liste des invités était petite, Trevor et sa femme Amanda, ma mère, Walter, qui était devenu un mentor et un ami inattendu, Emma, qui avait commencé à consulter pour Harper Industries réorganisée, et Claire, une femme que j'avais rencontrée lors d'une conférence d'affaires 6 mois plus tôt. Nous prenions les choses lentement, mais il y avait quelque chose de réel qui se construisait entre nous. Jessica, mon ex-petite amie, avait tendu la main pour s'excuser quelques mois auparavant. J'avais été poli, mais j'avais clairement indiqué que je n'étais pas intéressé à raviver quoi que ce soit. Elle avait cru le pire de moi trop facilement, et ce n'était pas quelque chose que je pouvais oublier. Nous nous sommes réunis autour de ma table à manger. Plus simple que l'installation élaborée d'il y a 1 an, mais plus chaleureuse d'une certaine manière. Avant de manger, je me suis levé pour dire quelque chose. Cette dernière année a été la plus difficile de ma vie, ai-je commencé. J'ai presque tout perdu, mon entreprise, ma réputation, mon sentiment de sécurité. J'ai découvert que des gens que j'aimais étaient capables de choses terribles. Mais j'ai aussi appris quelque chose d'important. J'ai regardé autour de la table les visages qui me regardaient. L'intégrité, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de savoir comment on se relève. C'est de refuser de compromettre qui l'on est, même quand le compromis semble plus facile,
même quand le monde entier vous dit de simplement céder. Trevor a hoché la tête, les yeux humides. Ma mère m'a serré la main. J'ai aussi appris que la famille n'est pas seulement une question de sang, ai-je continué. C'est une question de personnes qui se tiennent à vos côtés dans l'obscurité, qui croient en vous quand il ne vous reste plus rien pour faire vos preuves, qui se battent à vos côtés même lorsque les chances semblent impossibles. Walter a légèrement levé son verre. Alors ce Thanksgiving, je suis reconnaissant, non pas pour ce que j'ai perdu, mais pour ce que j'ai trouvé, la clarté, un but, et des gens qui ont choisi d'être dans ma vie, non pas parce qu'ils le devaient, mais parce qu'ils le voulaient. Cela vaut plus que n'importe quel accord commercial ou obligation familiale. Nous avons dîné ensemble, la conversation plus facile que ce à quoi je m'attendais. Trevor a parlé des progrès chez Harper Industries. Nous avions fait venir de nouveaux clients, restauré certaines relations clés, et étions à nouveau rentables. L'entreprise ne serait jamais ce qu'elle était, mais elle était honnête maintenant, propre. Ma mère a parlé de sa thérapie, d'apprendre à être indépendante pour la première fois depuis des décennies. Elle avait trouvé un emploi dans une organisation à but non lucratif, rien de glamour, mais quelque chose qui lui donnait un but au-delà d'être l'épouse de quelqu'un. Claire s'intégrait naturellement avec tout le monde, posant des questions, riant aux histoires de Walter sur le bon vieux temps de la fabrication. Elle connaissait mon histoire, avait entendu toute l'horrible histoire, et avait choisi d'être là quand même. Cela signifiait tout. Après le dîner, Trevor m'a pris à part. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, » a-t-il dit. « Je sais que ce que j'ai fait est quelque chose que tu porteras pour toujours. Mais je veux que tu saches que travailler avec toi cette année m'a appris plus que papa ne l'a jamais fait sur la vraie intégrité, sur ce que signifie construire quelque chose qui compte. Nous ne sommes pas là où nous étions, ai-je dit honnêtement. Nous ne le serons peut-être plus jamais. Mais nous sommes quelque part. C'est plus que ce que je pensais que nous aurions. » Il a hoché la tête, acceptant que ce soit suffisant. Alors que tout le monde partait, Walter est resté derrière pour m'aider à nettoyer. Nous avons travaillé en silence confortable pendant un moment, rangeant la vaisselle et essuyant les comptoirs. « Ton père m'a contacté, » a dit Walter doucement. « Depuis la prison. Il voulait s'excuser, faire amende honorable. » « Qu'est-ce que vous lui avez dit ? » ?»« Que certaines choses ne peuvent pas être réparées avec des excuses. Qu'il devrait vivre avec ce qu'il a fait. Mais je lui ai aussi dit que son fils avait plus d'honneur en un an que lui n'en avait eu en une vie. Je pensais que tu devrais le savoir. Je ne savais pas quoi répondre à cela. Tu as brisé un cycle, Kenneth, a continué Walter. Ton père suivait un modèle qui remontait probablement à des générations, prendre des raccourcis, justifier la cruauté, choisir l'argent au détriment des gens. Tu as refusé de devenir cela. Même quand cela t'a tout coûté, tu as choisi différemment. Cela compte plus que tu ne le sais. Après le départ de tout le monde et que je me suis retrouvé seul dans mon appartement, je me suis tenu à la fenêtre, regardant la ville. Il faisait nuit noire maintenant, des lumières scintillantes à travers Boston. Quelque part là dehors se trouvaient des opportunités, des défis, des chances de construire quelque chose de nouveau. J'avais perdu Summit Enterprises, mais j'avais gagné quelque chose de plus difficile à définir, le respect de moi-même. La connaissance que je pouvais affronter le pire et ne pas me briser. Que je pouvais choisir l'intégrité même lorsque le prix était tout ce que je possédais. Demain, je me réveillerai et continuerai à travailler, à construire, à avancer. Mais ce soir, je me suis autorisé à ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la paix. Le voyage de ce dîner de Thanksgiving à celui-ci avait été brutal. Il m'avait dépouillé de tout ce que je pensais me définir. Mais dans le processus, il avait révélé qui j'étais réellement sous tout le succès commercial et les attentes familiales. J'étais quelqu'un qui ne plierait pas, qui ne mentirait pas même pour se sauver lui-même, qui croyait que la façon dont vous faites les choses compte autant que ce que vous accomplissez. Cela valait la peine de se battre, de souffrir, de protéger à tout prix. Et alors que je me tenais là, dans mon modeste appartement, avec les restes d'un simple dîner de Thanksgiving sur mon comptoir, j'ai réalisé quelque chose. J'avais gagné. Non pas de la manière dont je l'avais imaginé à cette première table, lorsque j'avais révélé que je possédais Summit Enterprises. Pas par la domination commerciale ou le triomphe familial. J'avais gagné en refusant de devenir mon père. En choisissant un chemin plus difficile et en le parcourant jusqu'au bout, à travers l'obscurité, jusqu'à l'autre côté. C'était une victoire que personne ne pouvait m'enlever. Maintenant, je veux vous demander quelque chose. Si vous aviez été à ma place,
face au choix entre protéger votre intégrité ou protéger tout ce que vous aviez construit, qu'auriez-vous choisi? Il est facile de dire que nous ferions la bonne chose lorsque nous ne sommes pas ceux qui perdent tout. Mais quand c'est réel, quand le coût est si élevé, la décision devient beaucoup plus difficile. Pensez-y et dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait différemment. Si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a fait réfléchir à vos propres valeurs et choix, j'apprécierais que vous cliquiez sur ce bouton « J'aime ». Cela aide plus de gens à trouver ces histoires. Et si vous voulez entendre plus d'histoires sur de vraies personnes confrontées à des choix impossibles et trouvant leur chemin, abonnez-vous à la chaîne. D'autres histoires arrivent. Chacune différente. Chacune réelle. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Quelqu'un qui fait face à son propre choix impossible. Qui se demande si l'intégrité vaut le coup. Parfois, nous avons tous besoin qu'on nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans ces luttes.